Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'État, votre magazine qui parle d'actualité. Ce soir, nous allons rester essentiellement en République démocratique du Congo. Il faut dire que la situation politique fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. On se prépare pour les élections. Auront-elles vraiment lieu et dans quelles conditions? Ce soir, on va en parler, ainsi que toutes les questions qui préoccupent l'opinion, notamment les questions de sécurité, des droits de l'homme, mais aussi la gestion des finances publiques. Pour en parler, je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende, il n'est plus à présenter, président de l'Azado, donc membre de la société civile. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, madame. Très heureuse de vous retrouver après quelques années dans Questions d'État. Vous allez bien? Très bien. Vous n'allez pas au rythme du pays, comme disent certains. Non, non, pas du tout. Comment se porte l'Azado? Quelles sont les dernières nouvelles? L'Azado va très bien. Les dernières nouvelles, c'est que nous avons pris position sur un certain nombre de questions, notamment la dernière concernant la position du chef de la MONUSCO sur la nomination de monsieur Tshibala. Comme vous êtes insurgé contre ce soutien qu'il a accordé au gouvernement Tshibala. Nous avons estimé que ce n'était pas normal que lui, qui est censé faire en sorte que la résolution 2348 du Conseil de sécurité soit respectée par les partenaires congolais, puisse prendre position alors que nous savons bien que M. Tshibala n'a pas été nommé au sein du rassemblement, si ce n'est pas au sein de la dissidence au rassemblement. Elle est faite pour lui d'apporter son soutien à ce Premier ministre qui a été nommé en violation de l'accord politique du 31 décembre 2016. Nous a paru inopportun et il fallait que nous puissions prendre position là-dessus. Voilà, on va en reparler. J'aimerais d'abord vous poser une question au sujet de la situation générale. Si vous étiez demandé aujourd'hui de faire un scanner de la situation actuelle de notre pays, ça donnerait quoi? Catastrophique. Vous êtes trop pessimiste, vous voyez tout en noir? Non, ça veut dire que quand vous regardez sur le plan politique aujourd'hui, en 2011, nous avions des institutions à la tête du pays où toutes les institutions étaient légitimes parce que issues des élections de 2011. Au jour d'aujourd'hui, les élections n'ont pas été organisées. Toutes les institutions, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, toutes ces institutions sont illégitimes, n'étant pas issues des élections. Donc, face à cette situation, on ne peut pas dire que sur le plan politique, les choses marchent. Certains disent que c'est un peu exagéré les choses, illégitimes, mais pendant ce temps, les élections n'ont pas eu lieu, donc ils ont quand même un certain crédit qui se base sur la Constitution. Non, mais parce que si les élections n'ont pas été organisées en 2016, c'est à cause, n'est-ce pas, de la majorité actuelle. Parce que quand vous lisez la Constitution, vous allez voir que la Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas des cas où l'élection présidentielle ne serait pas organisée. Donc, les autorités en place, le président de la République, le gouvernement, la CENI, étaient obligés de préparer depuis 2011 ces élections et de les organiser dans les délais convenus. Ils ont donné des raisons pour ça. Avec tout ce qui s'est passé entre-temps, en 5 ans, ça n'a pas été évident. Il y a les questions financières, il y a les questions sécuritaires, etc. Il faut dire que ça n'a pas été facile non plus. Oui, je pense que cela n'a pas été facile, on peut le dire. Mais pourquoi il a fallu attendre à la dernière minute pour le dire? Nous pensons que c'est que le président de la République aurait dû faire. Par exemple, en 2013, 2 ans ou 3 ans après qu'il ait pris un nouveau mandat, c'était d'appeler la classe politique et sociale pour examiner la situation du pays et prendre des résolutions qui pouvaient s'imposer pour permettre à ce que tout le monde comprenne les raisons du renvoi des élections. Ils ont attendu à la dernière minute. Parce qu'on y croyait encore. Non, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une vue assez large qui permette à ce que, au jour d'aujourd'hui, qu'on estime qu'est-ce qui va arriver. On fait la gestion du quotidien, mais on ne prévoit pas. C'est ça que vous reprochez au pouvoir actuel? Exactement. Vous, personnellement, vous êtes attaqué, taxé quand même d'être passé du côté de l'opposition à travers vos différentes déclarations. Est-ce qu'aujourd'hui, la société
civile encore ce qu'elle est. Jean-Claude Katende fait-il encore partie de la société civile ou est devenu carrément politique? Vous êtes pointé du doigt par le pouvoir en place. Il faut dire d'abord que c'est une question qui m'est régulièrement posée. Mais il faut dire en ce qui concerne la société civile qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez une société civile qui est qualifiée de la majorité, une autre qui est qualifiée du rassemblement. Comment savoir? Vous êtes tous dedans et on voit au fil des années que certains passent d'un côté à l'autre. Non, ce que je devais dire, ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi des organisations qui restent indépendantes, qui ne sont pas alignées, dont la SADO. Il s'est fait au jour d'aujourd'hui que la SADO n'a pas participé au dialogue du camp Tchatchi, n'a pas participé au dialogue de la Senko. C'était un choix parce que nous savions que ces deux dialogues n'allaient pas conduire à quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, la situation nous donne raison. Si nous étions alignés, comme on l'a dit, nous serions au dialogue de la Senko. Parce que ce dialogue était tant réclamé par le rassemblement. Et je dois vous informer que j'ai été personnellement invité à Genval pour prendre part à ce conclave qui a eu lieu l'année dernière à Genval. J'ai refusé d'y aller. Si j'étais de l'opposition, comme les gens le prétendent, je ne serais pas parti. Je rappelle aussi que quand le rassemblement a pris position pour demander qu'il y ait un régime spécial, la SADO a été l'une des rares organisations à avoir pris position contre ce que les rassemblements proposaient en disant que c'était une violation de la Constitution dans la mesure où notre Constitution ne prévoit pas de régime spécial. Et que si nous exigeons le respect de la Constitution, cette exigence ne doit pas être sélective. Donc la Constitution doit être respectée dans toutes ses dispositions. Il se fait, heureusement ou malheureusement, que la plupart des positions prises par la SADO se concordent ou s'alignent ou sont pareilles à celles prises par le rassemblement. Mais je dis encore tout haut que la SADO reste une organisation indépendante, attachée aux lois de la République démocratique du Congo, attachée à la protection des victimes, mais aussi attachée à la justice. Chaque fois que la justice va être atteinte, chaque fois que les lois du pays ne vont pas être respectées par les partenaires politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, la SADO prendra position de manière indépendante, quoi qu'on dise. Moi, j'aurais voulu que les gens me disent que les positions qui sont défendues par la SADO ne sont pas conformes à la Constitution de la République démocratique du Congo, ne vont pas dans le sens de son mandat, ça veut dire de la protection principalement des victimes, et que ne rencontrent pas la justice. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous aussi de faire une certaine course au pouvoir? Est-ce que vous ne cherchez pas un certain positionnement? On a vu des grandes figures de la société civile qui sont passées en un clin d'œil du côté de la gestion de la chose publique, dans l'exercice même du pouvoir. Mais entre-temps aussi, est-ce que cette politique de la chaise vide paye? Parce qu'on a vu que c'était à la base de plusieurs blocages, ne pas participer à des assises où tous les acteurs sont invités. Je crois que ça ne fait pas avancer les choses. Il faut dire d'abord que, en ce qui concerne la SADO, personnellement, en tant que Jean-Claude Katende, j'ai des objectifs personnels, mais aussi j'ai des objectifs collectifs dans lesquels notre organisation participe. Et il faut rappeler ici que la SADO n'a pas pour mandat la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous avons pour mandat de faire en sorte que l'état de droit s'installe en République démocratique du Congo. Je dois vous dire, madame, que j'ai eu plusieurs sollicitations. Que même pour les dialogues, il en faut encore un peu plus. Non, vous n'avez peut-être pas été assez convaincu. Non, je vais tout simplement dire que... Oui, ils n'ont peut-être pas été assez convaincants. Non, il faut seulement dire que par rapport à toutes ces sollicitations, j'ai toujours estimé que je ne peux pas accepter une responsabilité pour laquelle je ne suis pas sûr que je vais être capable d'échanger tant soit peu les conditions de vie des Congolais. Je ne me battrai pas pour des bénéfices personnels. Ça veut dire les honneurs, l'argent et autres. Je pense que si on doit jouer un rôle dans le cadre des mandats publics, les acteurs ne doivent pas ignorer que ceux qui ont les mandats publics
ont l'obligation de travailler principalement pour l'intérêt du peuple. Dans le cas de la République démocratique du Congo, j'estime que beaucoup d'acteurs ne travaillent pas pour le bien de la République. Il faut regarder la misère dans laquelle notre peuple est plongé dans toutes les provinces. On se demande, les 15 ans ou 16 ans que le président Kabila a passé à la tête de notre pays ont servi à quoi si chaque jour nos parents, nos frères, nos sœurs, quand ils rentrent à la maison, ils ne peuvent pas manger à leur faim. Maintenant, en ce qui concerne la question... Vous dites 15 ans, la majorité non plus n'est pas toujours d'accord avec cette façon de voir les choses. Il a pris le pouvoir, on sait dans quel contexte, et les choses sont allées différemment. Non, il faut dire que 10 ans et 15 ans, ce n'est pas différent. Donc, je ne parle pas de la majorité, je parle du président Kabila. Parce qu'en tant que chef de l'État, il a cette responsabilité de veiller à ce que le peuple congolais, ses conditions de vie s'améliorent. Vous n'allez pas dire qu'il n'a rien fait du tout. Vous pensez que son bilan est nul? Il n'y a rien de positif à relever? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis tout simplement que s'il y a eu des routes qui ont été construites, s'il y a eu des bâtiments qui ont été construits, des ponts qui ont été faits, il faut évaluer l'impact de toutes ces réalisations. Des projets agricoles, Bukanga Alonso, des écoles construites, il y a eu tellement de projets. Il y a le barrage hydroélectrique Katende, par exemple, qui porte votre nom. Oui, c'est une bonne chose. Mais quel est l'impact de toutes ces réalisations sur la vie des Congolais? Ça ne peut pas se faire sentir non plus du jour au lendemain. Les barrages Katende ont été construits. Mais combien aujourd'hui des Congolais du Kasaï, de manière générale, ont l'électricité à la portée de la main? Ce sont des réalisations, madame, dans lesquelles ceux qui les ont parrainés ont plus profité que la nation. Vous pensez que c'est des éléphants blancs, tout simplement? Tout à fait. C'est tout simplement la poursuite de ce que le président Mobutu faisait, sans qu'on tienne compte de l'impact de toutes ces réalisations sur la vie quotidienne des Congolais. Le boulevard du 30 juin a été construit. Vous roulez quand même aisément aujourd'hui. Mais combien d'argent ont été dépensés? Quand vous prenez toutes ces routes, l'Azado a fait une enquête là-dessus, vous allez vous réaliser qu'il y a eu des factures qui ont été surévaluées pour permettre à ceux qui géraient ce projet d'avoir plus d'argent que le projet lui-même. On a aujourd'hui un aéroport qui vous permet d'être quand même dans des conditions optimales. Est-ce que cet aéroport, madame, correspond à ce que le Congo représente? Non. C'est un aéroport... Sans oublier la compagnie d'aviation. Non, c'est ce que je voulais dire. Il y a des choses qui sont faites. C'est un aéroport dont on ne devait même pas parler, à voir la situation, la grandeur de la République démocratique du Congo. Quand vous parlez des avions, je puis vous dire que ce sont des avions d'occasion. Ou des trains, ou des bateaux. Il y a quand même quelques années, ce trafic était interrompu. Mais nous ne devons pas nous contenter du minimum. Nous sommes un grand pays. Il faut partir de quelque part quand on vient de nulle part. Mais il faut que ce soit des choses sérieuses. Pourquoi nous venons de nulle part? C'est ça la question fondamentale. Il y a des responsables de cette situation-là. Alors il ne faut pas que les Congolais se contentent du minimum. Et moi, je pense que la compagnie d'aviation aujourd'hui, Congo Airways, c'est le minimum. Quand vous entrez dans cet avion, vous n'avez pas les conforts qu'il faut. Ce sont des avions d'occasion et pour lesquels on a dépensé... On n'est pas encore entré dans le trafic selon les normes de l'aviation internationale. Exactement. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais il faut évaluer leur impact sur la vie quotidienne des Congolais. Il ne faut pas que ce soit des réalisations qui se font pour que la classe politique profite. Ça, je pense que ce n'est pas la vision de ce que moi je pense que ce pays doit être. Vous avez parlé de la question de la chaise vide. Je ne peux pas aller dans une réunion où je sais à la fin que cette réunion ne va pas aboutir à des conclusions qui profitent au peuple. Mais vous êtes allé à la Cinco, quelle solution avez-vous? Non, nous ne sommes pas allés à la Cinco. Nous avons refusé d'y aller. Donc vous êtes l'oiseau de malheur, en fait. Ah non, 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 non. Parce que nous savions, nous avons une bonne analyse, non seulement de la classe politique, mais aussi de la situation globale de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont surpris... Donc pour vous, les Congolais ne peuvent pas se mettre d'accord autour de... Les Congolais, nous souhaitons qu'ils puissent se mettre d'accord
autour des questions essentielles pour faire redémarrer la politique, l'économie. Que reprochez-vous à la réunion de la Cinco? Ce que je reproche à la réunion, ce n'est pas la Cinco en soi. Ce sont les acteurs qui étaient là-bas. Il aurait fallu, par d'autres moyens démocratiques, contraindre le président Kabila à quitter le pouvoir. Parce que nous savions que tant que la logique de la majorité sera de maintenir le président Kabila au pouvoir, tout accord considéré... Mais quand vous dites quitter le pouvoir, comment faire alors qu'il n'y a pas encore élection? Il faut se focaliser sur l'organisation des élections. Mais la Constitution stipule que le chef de l'État quittera à l'installation du nouveau président. Non. Je dois vous dire que chaque fois que j'entends ça, je me sens malheureux. Vous avez une autre interprétation? Mon interprétation à moi est la suivante. D'abord, la Constitution de la République démocratique du Congo n'envisage pas de cas où l'élection présidentielle ne serait pas organisée. Et dès que vous avez... La loi est muette, mais il faut maintenant... Dès que vous avez si la loi est muette, il faut faire les choses comme elles sont présentées. Dès que vous avez cette ligne de conduite, la suite c'est quoi? La suite c'est ce que prévoit l'article 74, qui dit que le président de la République reste en fonction. Pour qu'il reste en fonction, la première condition est qu'il faut qu'il y ait un président élu. Dans la situation actuelle, il n'y a pas de président élu, donc cette disposition ne peut pas s'appliquer. Donc ça veut dire qu'il faut organiser les élections. Deuxièmement, je pense aussi que cette ouverture de la Constitution va dans le sens où, quand il y a un président élu, entre les temps où il est élu et les temps où il prend le pouvoir, la Constitution prévoit 10 jours. Pendant ces 10 jours, ce n'est pas les nouveaux présidents qui entrent directement en fonction, c'est l'ancien président qui est encore là en entendant la passation des services. Et dès que cela est fait, le nouveau président peut prendre donc ses fonctions. Dans le cas actuel, toutes ces dispositions n'ont pas été respectées. Il fallait donc trouver un compromis. C'est le compromis qui a été... Mais déjà, avant ce compromis, je ne vous interromps pas, la Cour constitutionnelle avait tranché au sujet de l'interprétation de cet article l'esprit. Non, mais là encore, je suis malheureux. Et au rendez-vous. Là, je suis encore malheureux parce que la Cour constitutionnelle s'est rendue coupable de la violation de ses propres règles internes. Et ça, c'est grave pour un pays comme la République démocratique du Congo. Pour que la Cour constitutionnelle, sa composition, soit régulièrement faite, il faut qu'il y ait au moins 7 juges pour que la Cour se prononce. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la Cour qui s'est prononcée, c'est 5 individus qui se sont prononcés constituant la Cour en l'absence prolongée et inexpliquée d'autres membres. Non. On doit pouvoir gérer la République. Non. Gérer la République, ça veut dire, en d'autres termes, qu'on devait donner un ultimatum à ces juges de se présenter. Et que dans le cas où ils ne les feraient pas, on procéderait à une autre nomination d'autres juges. Mais pas agir comme ils ont fait. C'est du banditisme juridique. En parlant de ça, qu'en est-il de la situation actuelle de la Cour constitutionnelle concernant ces juges? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont en fonction, on ne sait pas s'ils ont été sanctionnés. C'est flou. Donc, c'est flou. Ça veut dire, en d'autres termes, que pour nous, la Cour constitutionnelle ne devait pas se prononcer sur cette question parce qu'elle n'était pas régulièrement constituée. Et ça reste un problème, puisque la Cour constitutionnelle constitue un peu le dernier ressort pour oui, nous. Mais c'est ce qui arrive quand la justice est instrumentalisée dans un pays. Comment les juges qui connaissent bien la loi organique de la Cour, en même temps que leur règlement intérieur, puissent passer outre toutes ces lois pour se prononcer à 5 sur un cas aussi délicat. Vous étiez donc, à vous entendre parler, je me demande, je pense que vous étiez donc pour ce carton rouge qui a été brandi en son temps pour faire partir Joseph Kabila, mais comment gérer la République entre nous? Non, mais c'est constitutionnel, parce que l'article 64 de la Constitution donne le pouvoir ou fait devoir au peuple congolais de s'opposer à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution.
C'est un pouvoir constitutionnel. Mais entre-temps, la Constitution parle, par exemple, du président du Sénat qui doit remplacer, qui doit prendre la tête du pays en cas d'empêchement du président ou de décès. Dans ces deux cas-là, je ne vois pas la situation actuelle. Comment voulez-vous gérer la République sans que les élections n'aient été organisées? Mais quand vous parlez du président du Sénat, c'est la Constitution qui les prévoit. Au jour d'aujourd'hui, le président Kabila a pu réaliser ou atteindre ses 2 mandats. Donc, le fait de n'avoir pas le mandat renouvelé, c'est un empêchement pour moi. Et donc, le président de la République, je n'utiliserai pas de mots très forts. Je dis tout simplement que s'il était républicain, ce qu'il ferait, c'était de remettre le pouvoir entre les mains du président du Sénat pour que celui-ci organise l'élection présidentielle dans les délais lui impartis ou les délais à convenir par rapport à la situation actuelle avec la classe politique et sociale. C'est cela. Mais comme je le dis toujours, et les prochains jours me donneront raison, le président Kabila n'a aucunement l'intention de quitter le pouvoir. Et si l'accord de la Cinco n'est pas appliqué, madame, c'est parce qu'on y a inséré 2 interdictions qui ne sont pas du goût du président. On en parlait, puisque vous avez évoqué tout à l'heure cette nomination que vous n'appréciez pas, de Bruno Tshibala, pourtant issu du Rassemblement, puisque certains le soutiennent comme tel, Bruno Tshibala qui était notamment à Genval et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est aussi le flou sur cette question qui est du Rassemblement, qui ne l'est pas. Le président l'a fait convaincu qu'il était issu de cette plateforme politique. Tout le monde sait, madame, que le Rassemblement a été constitué non pas d'individus, mais de plateformes. Des 11 plateformes. Sur les 11 plateformes, 9 sont aujourd'hui avec M. Félix. 2 sont avec M. Tshibala. Dans ce cas-là, basons-nous d'abord sur les principes démocratiques. La majorité est de quel côté? La majorité des membres de plateforme est du côté du Rassemblement dirigé par M. Félix. C'est l'opposition qui dresse le lit à la majorité. Ah non, c'est pour ça que je dis que quoi qu'on dise, l'aile de M. Tshibala est une dissidence du Rassemblement. Et en tant que tel, le président de la République, qui devait favoriser, n'est-ce pas, l'unité du Rassemblement, ne se serait pas permis de nommer un premier ministre. L'unité de rassemblement n'est pas à son intérêt. Il reste autorité morale de la majorité. Non, au sein de la dissidence. Si l'opposition ne sait pas s'organiser, c'est au chef de l'État d'y mettre de l'ordre. Son statut de l'autorité morale de la majorité n'est pas au-dessus du statut qu'il a du président de la République, qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions, mais aussi de la paix en République démocratique. Il ne va pas gérer les problèmes internes des partis non, politiques. Non, il aurait pu faire nommer quelqu'un du Rassemblement qui a la majorité des plateformes. Mais nous savons que c'était... Toute cette agitation, c'est en fait parce que Félix Tshisekedi, que tout le monde attendait, cette opinion, notamment l'opposition, n'a pas été nommée. Qu'est-ce qui dérange? La personne de Bruno Tshibala? Non. Je pense qu'il faut quitter les querelles des individus. Ça n'apporte pas une solution. Moi, aujourd'hui, si je soutiens que M. Tshibala n'est pas issu du Rassemblement, ce n'est pas parce que je veux que M. Félix Tshisekedi soit nommé Premier ministre. C'est tout simplement une question de principe. Et donc, en suivant ce principe, que ce soit M. Félix Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, ça m'importe peu, mais il faut qu'on respecte le principe. Et vous savez que le malheur du Congo, c'est qu'on relativise tout. Il y a des voies de sortie en tout. Mais il y a aussi des moments où on doit se dire, là, la porte est bloquée, personne Vous aviez parlé de 2 interdits, je vous avais interrompu, vous pouvez revenir là-dessus, les 2 interdits des accords de la Si aujourd'hui, l'accord de la Cinco n'est pas appliqué, c'est principalement pour 2 interdits. La première, il est dit dans cet accord, contrairement à l'accord du 18 octobre 2016, que le président Kabila ne va pas se représenter. C'est écrit noir sur blanc. Deuxièmement, il n'est pas donné... Il ne vous a pas dit le contraire. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas dit le contraire, mais il faut aussi que la parole concorde avec les actes.
Si les actes sont contraires à la parole, en ce moment-là, nous estimons qu'il n'y a plus de l'honneur. Je pense que le président de la République, s'il veut vraiment que les choses se passent normalement, les choses se passent comme si nous étions dans une république, ce qu'il ferait, c'est de rester attaché à la Constitution. Du moins, il vous a garanti de la tenue des élections certaines lors de son dernier discours. En quelle année? Dès que le calendrier de la CENI sera mis en place. C'est quand? C'est à la CENI vous devez poser la question à la CENI, dit l'organe technique. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit répondre à cette question. Non, mais parce qu'il a abordé la question. Le chef de l'État peut répondre à toute question en se référant à un avis technique de l'organe concerné. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, avant de faire son discours, il devrait demander au président de la CENI de lui faire des propositions ou de lui dire au moins ce que la CENI est en train de faire. Donc, il n'est pas expert, le président de la République n'est pas expert en toute matière. Ça veut dire qu'il est entouré des institutions, des personnes qui peuvent en fait lui faire des propositions et c'est à lui, en tant que chef de l'État, d'élever l'option en fonction de ses propres convictions, mais aussi en fonction des lois. Maître Katende, est-ce que vous ne serez pas un jour surpris justement de la tenue de ces élections? Est-ce que vous suivez le travail de la CENI qui est en train de faire la ronde de la République pour les enrôlements et tout ça? Êtes-vous certain aujourd'hui que les choses ne seront pas faites dans le temps? Vous semblez être focalisé sur certaines questions alors que de l'autre côté, le processus électoral est en train de se mettre en marche. Vous avez tout à fait raison. Il n'y aura pas de surprise. Non, vous avez tout à fait raison. Mais pour moi, il n'y aura pas de surprise parce que je suis convaincu que les élections n'auront pas lieu cette année. Pour quelle raison? Nous sommes à 8 mois, n'est-ce pas? Sur le plan technique, tout semble non, je prends d'abord sur le plan politique. Nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale. La majorité n'a toujours pas de candidat président. Ce n'est pas encore la période de la campagne électorale. Ils ne sont pas obligés de dévoiler leur plan. Non, parce que cela est important. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, si la majorité n'arrive pas à avoir un dauphin au président... Qu'est-ce que vous en savez? C'est peut-être juste une stratégie politique. Ah non, non, non. C'est pas une campagne présidentielle, ce n'est pas une campagne pour devenir bourgmestre. Ça prend du temps. Il faut que le nouveau candidat qui n'est pas président Kabila, parce qu'aujourd'hui, président Kabila est connu de part et d'autre de la République. Mais si c'est un autre candidat, qui qu'il soit, il a besoin de se faire connaître. Et en tant que président de la République, le Congo n'est pas Kinshasa, n'est pas Lubumbashi, n'est pas Kisangani. Il faut qu'on l'entende, qu'on le connaisse, même dans les petits villages de la République démocratique du Congo. Donc, 8 mois, c'est insuffisant. Ça veut dire en d'autres termes que tant que ce signal n'est pas donné par la majorité, je vous assure, nous ferons avec vous une autre émission ici pour constater tout simplement que les élections n'ont pas eu lieu et que la majorité n'est pas en mesure de se désigner un dauphin au président. Entre-temps, Bruno Tshibala, il est nommé Premier ministre. Il a pour mission, entre autres, de nous emmener à ces élections. Comment sortir de cette situation? Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure avant d'aborder cette question. C'est vrai que la CENI est en train de faire son travail. Bien fait ou mal fait, c'est que nous reprochons à la classe politique. C'est aujourd'hui de s'être concentré sur des questions des postes politiques, en négligeant les processus électoraux. Même le CNSA, on n'en parle plus. Tout le monde est focalisé sur la personne du Premier ministre. Donc, il est en train de se passer aujourd'hui. Et nous ne voulons pas que plus tard, que les mêmes acteurs lèvent le ton contre la CENI pour dire que le fichier électoral n'a pas été bien fait. Ce travail, c'est d'abord le travail des partis politiques. Et les organisations de la société civile viennent en appui. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas principalement notre travail, nous les organisations, de faire le suivi du travail que la CENI est en train de faire. Vous pensez qu'il y a beaucoup de distractions quand même? Évidemment, parce que les gens sont concentrés sur les postes. Et aujourd'hui, M. Bruno Tshibala est en train de faire ce qu'il fait. Et je vous assure. Ça veut dire qu'il a fini ses consultations, il va former son gouvernement, faire ce qu'il fait. Le premier signal qui va nous être donné, si c'est à lui, à l'opposition,
qu'on remettra les ministères vitaux pour faire fonctionner les élections. Nous savons que la majorité a été à la base du blocage de la non-organisation des élections l'année passée. Si ce sont les mêmes qui ont les ministères des Finances, qui ont les ministères du Budget, qui ont les ministères les plus importants, M. Tchibala n'aura que du vent. Comme M. Sami Badibanga, il est parti de la primature sans laisser des traces. Et je me demande s'il aura même le temps de pouvoir faire les bilans de ces 3 mois à la tête du gouvernement. Il le faut. À mon point de vue, c'est un fiasco. Et je crains que M. Tchibala soit un Premier ministre sans la capacité financière qui puisse lui permettre de faire exécuter le programme important dont il a parlé, les élections et la dissociation. Et maintenant qu'il est nommé, comment peut-on redresser la situation? De l'autre côté, le CNSA se fait attendre. Quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place, puisque la situation est telle qu'elle est maintenant, pour pouvoir rentrer sur la bonne voie? Puisque vous semblez pessimiste. Non, moi je ne suis pas pessimiste. Mais il faut aborder les problèmes avec tous les sérieux, parce que les problèmes sont sérieux. Et le malheur du Congo, c'est sa classe politique. Et je pense que la Senko, les prêtres de la Senko, ont pu toucher dans les fonds ce que notre classe politique est. Et ils ont tiré la conséquence. Il y a un problème de confiance. La population est complètement perdue. Et du côté de la majorité et du côté de l'opposition, on ne sait pas en qui faire confiance. Est-ce que, justement, il y aura une voie de sortie par rapport à tout ça? Moi, j'espère toujours qu'il y aura une voie de sortie. À un moment donné, la population elle-même constatera que notre classe politique, malgré les promesses qui sont faites, malgré les engagements qui sont pris, ne va pas aider à ce que la solution soit trouvée. Plus les jours passent, plus notre population... Vers qui se tourner actuellement? Par exemple, on voit que l'opposition, il y a un débauchage massif, on pourrait l'appeler comme ça. Plusieurs cadres de l'opposition passent du côté de la majorité. La majorité aujourd'hui a un avantage, c'est qu'elle paraît la plus unie, elle montre une consolidation sans pareil. Du côté de l'opposition, c'est un peu, ça va dans tous les sens. Mais il faut dire aussi que les débauchants, qui débauche? Donc il y a quelqu'un qui débauche. Il débauche pourquoi? Parce que la majorité, elle est déjà pleine d'acteurs politiques importants. Mais pourquoi on continue à débaucher? La majorité a envie d'être encore plus majoritaire. Non, en fait, ils ont un objectif. C'est de bonne guerre. Non, ils ont un objectif, c'est de déstabiliser l'opposition. Et moi, je dis toujours... L'opposition qui n'est pas stable en elle-même, il n'y a pas d'effort à faire de ce côté-là. Si nous voulons avoir une démocratie effective, nous avons besoin d'une majorité forte et bien organisée, et aussi une opposition forte et bien organisée. A-t-on une opposition forte? Je vous rétorque la question, a-t-on une opposition forte aujourd'hui? Non, et dans des cas d'espèce, la majorité déstabilise l'opposition pour qu'elle ait tous les pouvoirs. Et l'opposition... Nous avons des personnalités qui ne sont pas capables de résister à l'argent et de résister aux propositions des postes politiques. Et ça, c'est le malheur. Donc, si nous continuons dans cette situation, ce qui va arriver, c'est que le peuple ne se retrouvera pas dans des jeux politiques. Etienne Tshisekedi a été ce leader de l'opposition depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui qu'il n'est plus, est-ce que vous pensez que la relève peut être assurée? Oui, bien sûr. Et la relève, il ne faut pas penser à l'UDPS. Il ne faut pas penser à l'opposition. Il faut penser au peuple congolais de manière générale. Le remplaçant de Tshisekedi, je le dis à mon point de vue, ne sortira pas de l'opposition. Peut-être de la société civile. Peut-être de la population de manière générale. Parce que les gens ont vécu avec Tshisekedi, mais je pense qu'ils ne l'ont pas étudié. Pour devenir ce qui ne sentait pas le résultat d'un seul jour de travail. C'est un sacrifice énorme. C'est toute une vie, c'est des sacrifices. Maintenant, quand vous avez affaire à des hommes politiques, à des femmes politiques qui ne sont pas capables de faire des sacrifices, comment ils vont devenir des Tshisekedi? Ils ne peuvent pas. Beaucoup pensent aussi qu'il nous a parfois guidé la population sur de mauvaises voies.
par rapport à ces refus, par rapport à ce manque de volonté d'engagement dans des assises, comme on parlait tout à l'heure de cette politique d'achat. C'est pour ça que je dis il faut vous engager dans un processus où vous êtes sûr que le peuple tirera à profit. La plupart des processus que nous avons connus... Mais le fait de se désengager aussi des processus électoraux n'a pas profité. On a vu certains n'ont pas pris place dans des institutions alors qu'ils étaient élus, mais aujourd'hui on regrette peut-être parce qu'on ne s'est pas décidé. Même si le gouvernement est mis en place aujourd'hui, il va continuer à fonctionner avec ces institutions qui sont hors mandat, l'Assemblée nationale où les autres ont décidé d'aller siéger, le Sénat, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ceux qui sont dans ces institutions aujourd'hui, ils sont à l'aise? Ils ne sont pas à l'aise. Ils font semblant d'être à l'aise, mais ils savent qu'ils sont dans une situation qui n'est pas protégée par les lois de la République. Ça, c'est connu. Personne ne va les embêter outre mesure, puisque tout le monde reste en place jusqu'à l'organisation des élections. Oui, mais c'est sur base de l'accord qu'ils sont en place. C'est pour ça que nous demandons qu'on respecte l'accord de manière intégrale. Il ne faut pas qu'on prenne... Vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit revenir sur sa décision après la décision, la désignation de Bruno Tshibala? Mais pourquoi est-il revenu sur la décision prise en faveur de Samy Badibanga? On savait que c'était une situation qui n'allait pas prendre plus de 3 mois, c'était prévu. Non, c'est une situation qu'on savait qu'elle était mise en place en violation d'un certain nombre de principes. Je reviens toujours à ça. On savait que le gouvernement, issu de l'accord du 18 octobre, cet accord avait souffert de l'inclusivité. Il n'y avait pas d'inclusivité. Tout le monde ne faisait pas partie de cet accord. Et au jour d'aujourd'hui, une autre faiblesse du gouvernement qui va être mise en place par M. Tshibala, c'est que M. Tshibala n'est pas issu du rassemblement. Et tout le monde le sait. Même les gens de la majorité le savent. Ils l'ont fait à dessein pour fragiliser l'opposition. Et donc, la même raison conduira à un moment donné, et c'est pour ça que nous avons demandé aux gens du rassemblement de ne pas participer à ce gouvernement. Est-ce que pour vous, le CNSA ne serait pas un contrepoids finalement de ce gouvernement qui va peut-être se mettre en place et qui pour vous ne semble pas être une garantie pour aller aux élections? Aujourd'hui, si on met en place le CNSA de manière régulière, ne pensez-vous pas que ça ferait le contrepoids pour un résultat optimal? Non, mais ce qui est important, qui va animer cette institution? Ça, c'est on revient encore au blocage issu de l'opposition. C'est la question la plus importante. Il ne faut pas qu'on mette une personnalité qui ne sera pas capable d'être indépendante et qui ne sera pas capable de collaborer avec les autres. Les deux éléments, indépendance et collaboration, sont très importants. On va en parler très froidement. Quel est votre avis? Est-ce que pour vous, vous avez une personnalité, vous avez le profil qu'il faut exactement pour occuper cette fonction? Mais le rassemblement a estimé que M. Pierre Lumbi pouvait jouer ce rôle-là. C'est votre choix? C'est votre avis? Non, j'estime personnellement que les raisons, je ne dis pas que c'est mon choix, mais j'estime personnellement que les raisons qui sont avancées pour réfuter la présence de M. Pierre Lumbi à ces postes-là, qui a été longtemps aux côtés du pouvoir que vous réfutez aujourd'hui, ne sont pas pour moi convaincantes. C'est vrai que M. Pierre Lumbi a été aux côtés du pouvoir jusqu'à un certain... Une des têtes pensantes, un cerveau moteur. Oui, mais pas n'importe quel... Est-ce que vous connaissez dans ce pays, à part l'histoire des 13 parlementaires, autre personnalité congolaise à un moment donné de l'histoire de notre pays qui ait pris la décision de quitter les pouvoirs pour se mettre dans l'opposition? Vital Kamerhe l'a fait et aujourd'hui on voit les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas un problème de confiance? Monsieur Vital Kamerhe a été contrainte de quitter l'Assemblée nationale et vous le savez. Mais il s'est positionné comme candidat notamment à la présidentielle au sein de l'opposition. Ça veut dire en d'autres termes que les Pierre Lumbi et les autres sont partis de leur propre gré. Et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut mettre en exergue. Au jour d'aujourd'hui, après qu'ils aient pris cette décision, la possibilité qu'on leur doit, c'est de pouvoir leur donner cette charge, qu'on les voie à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui,
on peut dire qu'il va continuer à collaborer avec le pouvoir en place. Quelle est la preuve que vous avez? Donc, on lui donne la possibilité de travailler et sur base des actes qu'on les juge. Aujourd'hui, il y a comme vous l'avez dit, il y a un transport, il y a des gens qui vont dans la majorité, il y a des gens qui quittent la majorité pour l'opposition, mais toutes ces personnalités, ils ont des raisons. Mais il faut qu'on leur donne l'occasion de... Ceux qui viennent de la majorité vers l'opposition sont traités des grilles, hein. C'est peut-être des gens qui ne se retrouvent pas dans le positionnement. Non, je pense que quand vous prenez M. Mwando Simba, il était bien positionné à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez M. Pierre Lumbi, il était une des personnes clés du régime actuel. Mais ces gens ont refusé de jouir de tous ces avantages pour se mettre dans une position fragile où ils sont aujourd'hui. Donc c'est un élément pour moi important. Après toutes ces années quand même dans le confort. Oui, c'est un élément important. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas continuer à vivre dans les mêmes conforts? Parce qu'ils en avaient l'occasion. Ils n'avaient aucun discrédit par rapport au pouvoir. Mais à un moment donné, ils ont estimé parce que on ne peut pas entretenir, madame, le mal pendant longtemps. On peut vivre dans le mal pendant des années parce que à la fin, le mal finit toujours. Si le mal n'est pas détruit par le bien, il se détruira lui-même. Mais à un moment donné, du côté de la majorité, il y a un certain inconfort aussi par rapport à la personnalité de Pierre Lumbi ou du Rassemblement, on pourrait le dire, parce que derrière, il y a Moïse Katumbi, qui est le candidat aujourd'hui déclaré du Rassemblement. Ça ne met pas le pouvoir à l'aise. On pourrait penser à carrément dresser le lit à ceux qui ne veulent pas, celui qui ne veulent pas voir au pouvoir, qui est d'ailleurs poursuivi par la justice je pense que qui est en dehors de le CNSA est composé de telle sorte que chacun contrôle chacun. Il y a un équilibre. Oui, il y a un équilibre. Je ne vois pas pourquoi on imputerait le fait pour M. Pierre Lumbi d'être avec Moïse comme une cause pour laquelle il ne peut pas être là. D'abord, je relève que Moïse est un Congolais comme tous les autres. C'est son droit constitutionnel. Il s'est quand même déclaré candidat président de la République. Ah oui, mais est-ce que c'est une faute pour un Congolais? Comme je suis là, devant votre micro, je peux dire que demain, Jean-Claude Katende est candidat président de la République. Chacun a le droit d'avoir des ambitions. Chacun est libre. Chacun est libre, chacun examine ses possibilités, sa réputation, les chances qu'il a pour faire cette déclaration. Moïse l'a faite, c'est son droit. Et tant que ce qu'il a fait n'est pas contraire aux lois de la République, moi je ne vois pas pourquoi on en fait un problème. Il a le droit de le faire. Vous avez le droit de devenir candidat président de la République. Moi, j'ai le droit. N'importe quel Congolais, tout citoyen congolais qui répond aux conditions qui sont fixées par la Constitution et la loi électorale a ce droit. Et je vois mal pourquoi on s'en prendrait à une personne qui n'est que candidat. Hein, candidat. Parce qu'il y a tout un processus. Il faut que sa candidature soit examinée par la CENI et qu'elle soit retenue. Il faut dire qu'il est encore sous poursuite judiciaire. Oui, ça ce sont des poursuites entre guillemets. M. Tchibala, il est aussi sous poursuite judiciaire. Il est en liberté provisoire. Il est en liberté provisoire. Et nous sommes un seul pays où une personne qui est en liberté provisoire peut être nommée comme Premier ministre d'un pays. Ça veut dire, en d'autres termes, que les poursuites qui ont été en son temps organisées... Il y a toujours des questions en suspens. Sami Badibanga a été présenté comme belge à un certain moment. Bruno Tchibala en liberté provisoire. Non, mais vous êtes encore clémente. Vous allez vous rappeler que lors de notre séminaire sur l'île de Gorée, nous avons été traités... Vous êtes allé fomenter un coup d'État? Nous avions comploté contre la République et l'un des comploteurs, qui est M. Sami Badibanga, qui était avec nous sur l'île de Gorée, a été nommé Premier ministre. Parce qu'il est allé vous mettre à nu votre projet de pouvoir non, c'est tout simple. Ça fait voir seulement que nous n'avons pas affaire à des hommes et des femmes au niveau politique, au niveau des services de sécurité qui soient sérieux. Maître Katende, je suis quand même curieuse de savoir quel serait le profil idéal pour vous, pour un chef de l'État. Aujourd'hui, on parle, il y a des conditions, des conditionnalités qu'il faudrait quand même prendre en compte. Est-ce qu'il faut un background scientifique important? On a quand même une grande nation avec des problèmes que vous savez. Est-ce qu'il faudrait des capacités managériales tout à fait particulières? Qu'est-ce que vous pouvez ressortir en quelques mots comme conditions
qu'on ne peut pas mettre de côté pour le choix d'un président? D'abord, la formation. La formation académique, c'est important. Aujourd'hui, c'est une question taboue hein, dans ce qui concerne la question... La formation académique, elle est importante. Nous avons besoin... Alors que tous ces professeurs d'université qu'on connaît aujourd'hui sont peut-être à la base aussi du chaos RDC. Oui, donc pour certains, ça reste... mais ces conditions ne sont pas exclusives. Il faut plusieurs conditions. La première condition pour moi, c'est qu'un chef, quelqu'un qui veut devenir président de la République, doit avoir une formation suffisante pour diriger les gens. Sinon, si vous avez affaire à un président qui a des ministres qui ont un background intellectuel important, et lui n'a pas beaucoup étudié, mais dans les débats, il y aura un déséquilibre. Et quand il y a un déséquilibre, la dernière condition, c'est de dire c'est moi le président, c'est moi qui décide. Or ça ne peut pas favoriser un esprit démocratique ni au sein du gouvernement, ni au sein de la nation. Nous avons besoin d'un président de la République qui soit capable de débattre, comme on le voit notamment... C'est une question qui devrait revenir également lors de ces débats. Dans l'élection présidentielle française, vous voyez que tout le monde est disposé à débattre. C'est de ça dont on a besoin. Et pour arriver à cette capacité d'un débat ouvert, un débat poli, un débat où on n'insulte pas les gens, un débat où on... Courtois et intelligent. Courtois et intelligent, il faut quelqu'un qui soit formé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il faut quelqu'un qui a une moralité vraiment solide. La moralité, ça reste une question aujourd'hui. Plein de points d'interrogation. Oui, mais ce concept en République démocratique. Oui, mais si vous ne faites pas attention, vous allez nous mettre à la tête du pays un homme ou une femme dont les mœurs ne vont pas favoriser l'assainissement des mœurs en République démocratique du Congo, mais aussi, comme on l'a vu, l'initiation à la nouvelle citoyenneté, qui a été un programme vraiment qui a connu un fiasco. Parce que les acteurs, les animateurs même de cette initiative n'étaient pas à même de démontrer qu'ils étaient des bons citoyens. De vous, on ne peut pas attendre le contraire. Vous peignez tout en noir. Conclusion. Mais... Allez-y, on n'a que quelques minutes. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier point. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, les gens me disent, vous êtes trop rigoureux, vous êtes pessimiste. Mais on ne peut pas faire avancer. Souvent, les grands critiques en pratique ne sont pas les meilleurs. Hein. La critique est aisée, on le dit bien. Hein. Un jour viendra. Mais tant que je suis là, je suis quand même à la tête de l'Azado, ça fait plusieurs années. Je pense que l'Azado est parmi les meilleures organisations. C'est pas très démocratique hein, non plus, hein, de rester à la présidence d'une structure pendant de nombreuses années. Il n'y a pas de relève. Il n'y a personne qui pourrait le faire à votre place. Non, je pense. Là, c'est la démocratie, ça commence là. Non, c'est la critique que j'ai faite aux journalistes. Il faut toujours recourir aux textes de base. Qu'est-ce que les textes de base? Vous êtes arrangé pour faire un texte qui vous met... Pas du tout. Moi, je suis le 5e président de l'Azado. J'utilise les textes qui ont été, en fait, votés, adoptés par les membres. Vous n'êtes pas quand même président à vie. Hein, pas du tout. Je partirai, ne vous en faites pas. Quand Quand Bientôt. Bientôt. Ben voilà. Vous faites exactement comme ceux qui sont en place. On va non, pas du tout. Pas du tout. On va terminer par cette question épineuse des passeports. Vous avez tous suivi comme tout le monde ce scandale, on pourrait le dire, financier. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe et tout le monde est resté passif face à cette question parce que le passeport congolais, on le sait depuis des années, le passeport le plus cher au monde. Et voilà que des éléments sortent d'une enquête où certaines personnalités sont indexées pour des contrats plus ou moins mafieux. C'est une enquête, c'est le résultat d'une enquête d'une agence internationale. Votre commentaire là-dessus? Mon commentaire est tout à fait simple. Ce n'est pas la première enquête qui, en fait, éclabousse certains responsables Panama Papers, de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler le rapport qui a été publié par Panel Africa Progress de Kofi Annan sur la gestion des mines au Katanga, où il y a eu des détournements des fonds plus importants que ceux dont on parle pour les passeports. Vous avez aussi entendu parler des Panama Papers et aujourd'hui nous avons cette question.
Mon problème à moi, c'est que toutes ces enquêtes internationales qui sont faites ne trouvent pas d'écho en République démocratique du Congo. C'est là que notre justice devait se montrer indépendante au lieu de rejeter ces rapports, ces enquêtes. C'est une invitation au procureur à diligenter des enquêtes. Mais il ne le fera pas. Vous allez me dire encore que je suis pessimiste, mais il ne le fera pas parce qu'il n'est pas indépendant. Nous aurions souhaité que les autorités judiciaires disent: nous allons nous saisir de cette enquête pour vérifier les faits et après dire à la population si les faits sont avérés ou pas. Si les faits ne sont pas avérés, on laisse les personnes qui sont mises en cause libres. Mais si les faits sont avérés, il faut absolument que ces personnalités soient poursuivies. Mais nous savons, vous et moi, que ça ne se fera jamais. C'est pour ça que nous avons besoin de l'alternance. L'alternance peut être une impulsion pour qu'avec de nouvelles autorités, qu'il y ait de nouvelles mentalités. Dans un pays où la politique... Au Congo, on parle d'un système éternel. Les individus vont peut-être changer, mais non, il y a un système qui semble enraciné je pense que c'est possible. dans la terre congolaise. Il y a eu des pays qui ont changé. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Moi, j'ai toujours l'espoir que ce pays changera un jour. Mais il faut au départ que nous ayons des hommes et des femmes qui soient rigoureux, qui soient capables de s'en tenir aux principes. Le malheur du Congo est qu'on relativise tout. Combien de personnes on a tué en République démocratique du Congo, à l'est de la République, aujourd'hui dans le Grand Kasaï? C'est comme si c'était... On va peut-être terminer par là. L'épisode finalement se termine quand même sur une bonne note, puisque comme Nsapou, c'est un dossier classé, on pourrait le dire. On a vu les dernières descentes du vice-premier ministre en charge de la sécurité. J'espère tout simplement que ce qui est arrivé n'est pas le fruit d'une manipulation. Si en fait la désignation du chef a été régulière et qu'aujourd'hui le Kamwina Nsapou qui était mort et enterré, il y a une nouvelle autorité qui a été désignée de manière régulière, sans manipulation des politiciens, nous pensons que c'est une bonne chose. Mais à dire que ce dossier est classé, j'ai des doutes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce phénomène s'est déplacé du regroupement des Kamwina Nsapou pour d'autres territoires. Et sur ces territoires-là, ce n'est pas la solution qu'on a apportée pour les territoires des Kamwina Nsapou qui va aller là-bas. Nous pensons qu'il revient au gouvernement de la République démocratique du Congo de ne pas croire qu'en faisant ce qu'on a fait, on a fini. Il y a encore des choses à faire. Les choses à faire pour moi, c'est quoi? Notamment d'identifier qui était auteur de tout ce qui est arrivé. Il ne faut pas que ça soit encore des morts pour rien. Ah oui, identifier les victimes et éventuellement organiser une justice qui puisse permettre que les victimes voient que leurs bourreaux ont été jugés, que les victimes aient accès aux réparations et que les bourreaux soient en prison. En ce moment-là, c'est un exemple qu'on peut suivre et qui puisse permettre à ce qu'il n'y ait plus d'autres choses de ce genre. Mais si on prend des raccourcis, comme on aime le faire, je suis sûr que ce phénomène ne prendra pas fin même. Merci, Maître Jean-Claude Katende. Je rappelle, mesdames, messieurs, j'ai reçu ce soir pour vous le président de l'Azado pour décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, ce serait quoi votre conclusion? Ma conclusion est que les Congolais doivent garder l'espoir. Nous avons un très beau pays, un pays qui mérite qu'il soit dirigé par des hommes qui aiment ce pays, des hommes et des femmes aussi, hein, pas seulement les hommes. Les hommes et les femmes. Vous êtes misogyne. Oui. Non, je suis toujours prudent. Les hommes et les femmes qui aiment ce pays et qui veulent que ce pays avance parce que ce pays a toutes les chances pour aller de l'avant. Et mon message à la classe politique, c'est qu'elle prenne en compte les préoccupations du peuple congolais. Et que notre classe politique... L'intérêt du peuple d'abord. Oui. Que notre classe politique apprenne à mettre à l'avant-garde les intérêts de tout le monde. L'intérêt général, l'intérêt de tout le monde, parce qu'on ne peut pas accepter d'exercer des fonctions publiques pour travailler pour soi-même. C'est incompatible et donc il faut se tourner vers cet avenir-là et il faut que notre peuple reste vigilant à ce que
je ne suis pas sûr que la classe politique peut aller à la rencontre des préoccupations des Congolais si nous-mêmes les Congolais, nous ne nous mettons pas debout pour faire pression sur eux pour qu'ils aillent vers la direction que nous voulons. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays, dans tous les grands pays à travers le monde, parce que les dirigeants ont toujours cette tendance à abuser du pouvoir. Il faut que le peuple soit vigilant. Merci beaucoup, merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'être toujours au rendez-vous pour Questions d'État. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente soirée ou excellente journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Au revoir.